Oui, bonsoir à tous. Paul Pironnet en direct donc sur cette radio du cœur, accompagné de Guillaume Andreu, avec qui nous allons partager cette heure et demie, ces 90 minutes autour de cette thématique qui nous porte, à savoir le développement personnel, mais dans une dimension un petit peu plus large. Alors, on est à la deuxième émission, c'est-à-dire que la première a été centré principalement sur l'objet de cette émission, c'est-à-dire on vous a expliqué un petit peu toutes les grandes étapes qu'on va vous rappeler rapidement aujourd'hui. Et puis ensuite, nous allons échanger avec Guillaume sur cette première demi-heure à travers des actualités du l'environnement, l'impact de notre environnement sur nos attitudes, sur notre développement à nous. Quand je parle de l'environnement, c'est le contexte dans lequel nous sommes, les gens avec qui nous sommes, la manière dont nous sommes en lien avec cet environnement. Et puis ensuite, nous aurons la venue d'un ami en même temps et quelqu'un qui a suivi pendant quelques mois des formations dans le domaine de la PNL et qui aujourd'hui est chef d'entreprise. Ce garçon va donc nous rejoindre, nous parler un petit peu de son expérience. Et puis ensuite, nous terminerons cette émission à travers des informations. Des clés pratiques pour pouvoir à la fois répondre à vos nombreuses questions qui arrivent sur notre chat et puis en même temps échanger sur nos propres expériences. Enfin voilà, c'est un débat général. Alors Guillaume Andreu, donc, qui est avec moi ce soir, va peut-être revenir sur l'ensemble des éléments plus précis sur lesquels nous allons avancer aujourd'hui et puis dans le fil de ces émissions. Guillaume ? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, enchanté, très heureux de vous retrouver ce soir sur cette deuxième émission d'une série de 10. Donc ce soir, nous allons aborder, comme disait Paul à l'instant, nous allons aborder l'impact que peut avoir l'environnement sur nos modes de fonctionnement, sur nous, et puis comment on peut transformer tout ça pour pouvoir changer les résultats dans cet environnement. Et justement, on va donc, par ce biais-là, aborder aussi un petit peu la question des comportements qui sont sous-jacents, c'est-à-dire les comportements qui nous font avoir un certain nombre d'interactions avec cet environnement. Mais on approfondira évidemment cette question des comportements sur l'émission suivante. On ira plus en détail là-dedans. Et puis ensuite, on ira aborder la partie des capacités qui sont en arrière-plan de nos comportements, ce qui conditionne nos comportements, c'est-à-dire, on va séparer ces capacités en deux niveaux. On va partir sur le niveau, en premier, des sentiments et des émotions, et en quoi cette énergie émotionnelle et ces sentiments vont nous faire avoir un certain nombre de comportements particuliers. Et puis après, on va aborder plus la partie de la pensée, de ce qu'on peut changer dans notre système de pensée, dans notre système de représentation, les apprentissages que l'on peut faire, les compétences que l'on peut acquérir. Ça, ce sera encore le sujet d'une émission suivante. Et puis ensuite, on montera au niveau des croyances et on ira voir effectivement, pareil, ces croyances seront séparées en deux niveaux. Premier niveau, ce sont tout ce qui sont les conditionnements, le résultat de nos expériences, les conclusions qu'on a tirées de notre vie, ces vérités qu'on prend pour vraies mais qui sont parfois fausses et qui peuvent parfois soit être limitantes pour nous ou pour ce qu'on veut faire dans cette vie, ou alors qui vont au contraire être des moteurs. Et puis après, on va passer au niveau supérieur, c'est-à-dire la quintessence, je dirais, des croyances. C'est le système de valeurs. On va aller aborder ce système de valeurs et on va voir en quoi c'est important de travailler, que chacun puisse identifier ses valeurs profondes, ce qui est vraiment important pour soi, les aspirations, ce qui nous anime. Et puis, on ira ensuite sur une autre émission plutôt aborder la question de l'identité, c'est-à-dire l'ensemble finalement des comportements, des sentiments, du système de pensée, des croyances et des valeurs, vont faire qu'on va s'identifier à tout ça et qu'on va se donner une identité. On va aussi aborder peut-être la question de la personnalité au travers de cette émission-là. Et puis, on va voir que, en effet, on peut aller transformer ça, on peut aller changer ça pour pouvoir être mieux dans sa peau, pouvoir avoir une raison d'être et éventuellement se fixer une mission, un but, une place, trouver sa place en tout cas dans cette société. Et puis, on ira avoir ensuite un niveau supérieur puisque finalement, l'individu, l'être humain
qui a une identité se trouve être dans un, je dirais, dans un contexte plus large. Et ce contexte, ça peut être le contexte de la société, ça peut être le contexte de la famille, ça peut être le contexte de l'environnement dans sa globalité, de l'écologie, de la planète, de l'univers, mais ça peut être aussi tout ce qui touche aux perceptions spirituelles, tout ce qui touche à la spiritualité. Donc on ira aborder aussi cette question-là, puisque ce sont des facteurs très très importants qui conditionnent beaucoup de choses dans nos façons de fonctionner. Et au travers des techniques que nous, on utilise, la PNL en l'occurrence, l'hypnose et d'autres approches, on se rend compte que c'est très important de pouvoir savoir où se trouve, à quel niveau, je dirais, fonctionnent les personnes, à quel niveau elles se retrouvent avec un certain nombre de problèmes, un certain nombre de difficultés, pour pouvoir ensuite aller travailler, je dirais, sur les bons niveaux, pour pouvoir leur permettre de retrouver un équilibre, retrouver une confiance, retrouver un mieux-être qui va leur permettre d'être un petit peu plus acteurs de leur vie, plus acteurs de la vie plutôt que de la subir. Et donc justement, c'est là que c'est intéressant, c'est que cette première émission qui est consacrée à l'environnement va nous permettre de vous expliquer en quoi finalement cet environnement a tellement d'impact, a tellement d'influence sur nous, que parfois on finit par se mettre un peu en position de subir les choses plus que de se mettre dans une posture d'acteur pour agir. Effectivement, alors merci Guillaume de nous rappeler en fait ces différents étages, puisque nous verrons effectivement qu'ils s'emboîtent, qu'ils se complètent. Et comme tu le précises justement, on peut intervenir parfois au bon niveau ou au moins bon. Et donc, on verra même que très souvent, quand on a bien identifié ces différentes étapes, ça nous permet justement d'avoir une intervention, on pourrait dire, très millimétrique en fait, pour intervenir au bon niveau. Alors justement, toi, Guillaume, quand tu as démarré un petit peu la PNL à travers ton parcours, etc., si on se penche un petit peu sur la partie environnement, qu'est-ce que pour toi, en fait, cette dimension d'environnement, qu'est-ce que ça a changé? Comment tu as changé ta vision des choses, ta relation à cet environnement? Alors, c'est vrai que moi, au départ, je pense que comme la plupart des gens, j'étais, je dirais, j'avais l'impression un peu de subir les contraintes, j'avais un peu l'impression de subir les exigences, les attentes, les modes de fonctionnement des autres. Et j'étais très, très sensible à ça. J'avais vraiment une attention qui était portée avec une sensibilité, avec un côté empathique, très empathique, et une grande sensibilité qui faisait que je ressentais fortement cet environnement, et je ressentais fortement cet environnement quand il était, je dirais, positif, quand il était dans une idée de croissance. J'arrivais à ressentir le bien-être, j'arrivais à ressentir la joie, j'arrivais à ressentir tout ça. Et dès que je rentrais ou dès que j'étais confronté à des environnements un peu plus, on va dire, sur la défensive, dans un niveau un petit peu de survie, agressif, etc., etc., alors là, je sentais tout de suite que j'avais beaucoup plus de mal à me gérer, que j'avais beaucoup plus de mal à m'adapter, et j'avais tendance, moi, à me mettre un petit peu en posture de renfermement, de défense par rapport à ça. Et comme une part de moi, je dirais certainement mon ego, avait du mal à accepter cette posture un petit peu d'impuissance, de mode défense, comme ça, de se renfermer sur soi, d'être un peu timide, d'être réservé, de ne pas oser se confronter aux autres, de ne pas oser s'affirmer, de ne pas oser prendre sa place, etc. Du coup, j'ai développé, je dirais que je me suis dit, puisque les autres fonctionnent comme ça, puisque les autres, ils ont ils se permettent finalement d'avoir certains comportements, ils se permettent de se servir, ils se permettent de faire preuve d'autorité, etc. Moi, je vais essayer de développer des comportements qui va quelque part rentrer un petit peu, enfin en tout cas qui va être capable des comportements qui vont permettre de me confronter à ça, qui vont permettre en tout cas de faire face. Alors du coup, je dirais que j'ai adopté des façons de faire que je modélisais sur les gens autour de moi, pour pouvoir être peut-être un petit peu plus agressif quand il y avait besoin, un petit peu plus affirmé quand il y avait besoin. Mais je dirais que c'était des choses, des comportements, des ressentis qui étaient en réaction. C'était pas vraiment
ce que moi j'avais envie d'être et ce que je ressentais au fond de moi, c'était plus une suradaptation quelque part à cet environnement nocif. Et alors du coup, quand j'ai découvert la PNL, j'ai découvert toute cette notion de représentation du monde, de vision du monde, de version du monde. Et j'ai découvert effectivement que mon système, la façon dont je me représentais les choses, n'était pas forcément la réalité de l'expérience qui se passe à l'extérieur de moi, de ce qui est en train de se jouer, mais simplement une version filtrée, une version encodée quelque part dans mon esprit, que c'était mon cerveau qui me montrait cette réalité-là. Et du coup, je me suis dit, il y a peut-être quand même des choses que tu perçois, que tu penses être vraies, que toi tu prends vraiment comme étant des événements, je dirais, objectifs, etc. Et je me suis aperçu qu'il y avait certainement une grande part d'interprétation dans ce que je vivais. Et j'ai aussi pris conscience que de rester dans un environnement qui me paraissait un peu toxique, un peu nocif, qui fonctionnait avec des fonctionnements qui étaient différents du mien, etc., ça m'entretenait, je dirais, dans un état qui me mettait un petit peu à l'écart de moi-même, d'une certaine façon. C'est-à-dire que j'étais obligé de déformer ma personnalité pour m'adapter à cet environnement. Et la PNL m'a permis, du coup, d'aller revoir plus en profondeur toute cette dynamique et de me dire, OK, maintenant, qu'est-ce que moi j'ai envie d'être, quel que soit l'environnement dans lequel je suis, quelles que soient les circonstances, qu'est-ce que j'ai envie dans quelle énergie j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, comment j'ai envie de contribuer à cet environnement. Et puis, est-ce que éventuellement je peux l'améliorer, parce que c'est ça qui me tracassait depuis longtemps, c'est que j'avais envie d'embellir le monde avec un regard un peu idéaliste comme ça. Et là, j'ai découvert des outils, j'ai découvert des techniques, j'ai découvert des processus et des méthodes qui allaient me permettre de pouvoir le faire. Donc, à ce moment-là, ce qui m'intéressait, c'était essentiellement la gestion du stress. Et je me suis vite dit que c'était très très passionnant et que j'avais envie d'aller beaucoup plus loin dans l'exploration, on va dire, de ces fonctionnements humains. Voilà. Et toi, Paul, de ton côté alors, quels sont, je dirais, le rapport, quel est le rapport que tu entretenais avec l'environnement avant d'effectuer peut-être un travail de développement personnel, et qu'est-ce que ça a changé pour toi du coup, et qu'est-ce que tu as tiré comme enseignement de tout ça? Alors, je crois que la première chose, c'est que j'avais pour principe, moi, si vous voulez, que tout le monde, enfin, si tu veux, c'est que tout le monde pense, ou au fond, avait la même perception que la mienne. C'est-à-dire que je pensais que ce que je percevais de moi, ce que je percevais des autres, à l'évidence, tout le monde avait le même regard sur les choses. Et un des éléments, moi, qui a été vraiment un élément de changement très important, c'est quand justement j'ai découvert que entre ma perception et celle des autres, il y avait un écart parfois très très important. C'est-à-dire que au fond, mes réactions, quelles qu'elles soient, ne sont pas liées à une réalité extérieure, mais à la manière dont je perçois cette réalité. Ça, pour moi, ça a été une prise de conscience énorme, parce que je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, toutes mes réactions comportementales, émotionnelles, etc., n'étaient pas liées à la situation que je rencontrais, mais à la manière dont j'interprétais. Et donc, du coup, ça ouvrait un champ extrêmement large d'autres possibilités. C'est-à-dire qu'à situation donnée ou à stimuli donné, ce que je peux voir, entendre, ressentir externe, eh bien, au fond, je faisais une évaluation. Et que cette évaluation, elle se passait dans mon cerveau, bien sûr, à mon insu, en fonction de l'expérience que j'avais déjà. Dit autrement, comme je n'étais pas forcément très rassuré au départ je me sentais pas très important, j'avais l'impression toujours d'être un peu la cinquième roue de la charrette. Donc j'ai dû, d'ailleurs, ça a du coup mobilisé beaucoup d'énergie pour moi, pour donner du sens à ma vie, pour essayer d'aider, d'exister pour les autres, notamment parce que je me suis beaucoup investi dans le sauvetage et dans tout ça. Et j'avais toujours le sentiment qu'au regard des autres, en fait, c'est ce que je croyais de ce qu'il fallait que je fasse pour être aimé qui ferait que je sois aimé, en fait. Et donc là, et à un moment donné, je me suis rendu compte que cette illusion, elle était quand même particulièrement puissante.
Et la PNL m'a ouvert ce champ entre la situation que je perçois et la réaction que j'ai. Ben, il y a un monde, c'est-à-dire que ce que je perçois, ou ma réaction, elle est complètement liée à ce que je perçois, ce qui est une forme de réalité, bien sûr. Elle n'est pas moins vraie ou plus vraie, elle est juste différente, mais que c'est un peu comme si on regardait un éléphant sous différents angles, eh bien on n'y voit pas forcément les mêmes formes. Et c'est ça que j'ai trouvé, moi, d'extrêmement marquant, en tout cas dans ma vie. Alors, il y a eu cette phase où j'ai découvert évidemment cet écart qu'il y avait entre la perception que j'avais et la situation, et que c'est vraiment la manière dont je percevais les choses qui entraînait ma réaction. Et puis après, là, il y a eu une deuxième vague qui a été aussi pour moi très importante, c'est de me rendre compte à quel point c'est mon histoire qui conditionnait la manière dont je lisais une situation maintenant. C'est-à-dire que quand j'évalue une situation, que ce soit la qualité d'une chambre d'hôtel ou un individu que je rencontre ou quelle que soit la situation, en fait, je ne l'évalue pas en fonction de ce qui se passe maintenant, mais en fonction de mon histoire, en fonction de mes sensibilités, en fonction de mes références. Et de me dire, bah, au fond, c'est quoi la référence sur laquelle je m'appuie? Par exemple, quand j'avais une difficulté, pour moi, quand j'étais pris dans une difficulté, je me disais, oulala, c'est pas possible, je vais pas y arriver, pourquoi moi ça marche pas, etc. Et en fait, j'étais en train de me comparer en fait à des personnes qui, elles, réussissaient beaucoup à mes yeux. Et je me disais, mais c'est pas possible, pourquoi je suis différent, qu'est-ce qui se passe? Je me sens... Et là, je partais en fait dans une interprétation qui n'était pas forcément verbalisée, qui étaient des sentiments internes, mais qui se déclenchaient un peu toujours de la même façon. Et qui consistait à me sentir un petit peu... vous voyez, s'il y avait un moins et un plus, j'étais plutôt dans le moins, alors que l'environnement était dans le plus. Et donc, pour me sortir de ça, eh bien, j'avais besoin de réussir, j'avais besoin de montrer que j'étais devant, j'avais besoin de me dépasser, j'avais besoin, etc. Alors, évidemment que j'ai pu entraîner ça, ça m'a aidé à me développer, ça m'a aidé à me dépasser, ça m'a aidé à atteindre des objectifs. Mais il y a un moment donné, notamment quand j'ai commencé le développement personnel, où je me rendais compte, par exemple, qu'il fallait toujours que je me mette dans des situations de plus en plus élevées en termes d'enjeux, de plus en plus périlleuse pour ma vie, ma propre vie. C'est-à-dire que sauver quelqu'un dans des contextes, voilà, ramasser une vieille dame qui était tombée par terre, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt pour moi. Par contre, sortir quelqu'un de situation extrêmement dangereuse, là, ça commençait à prendre un peu plus de sens et de valorisation à l'égard des autres. Et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que je me rends compte du coup que ma vie est complètement, ou en tout cas, l'amour que je pouvais sentir de mon environnement était complètement lié aux conditions que j'avais à remplir, en fait, aux yeux des autres. Alors, je ne dis pas que je suis tombé au point zéro dans ce domaine, hein, parce que j'ai encore cette faiblesse, et je sens encore à quel point, dans ma vie, c'est important de rayonner. Mais par contre, il y a quand même un changement important qui s'est produit quand j'ai réalisé qu'en fait, cette forme d'évaluation avec les autres, de comparaison avec les autres, c'était surtout une affaire qui se passait dans ma tête et pas dans une réalité de mon entourage. Et je pense que ce qui a le plus changé ma vie par rapport à l'environnement, c'est, je sais depuis longtemps que j'aime la vie, mais un jour, j'ai réalisé que la vie m'aimait probablement beaucoup plus que je ne l'imaginais. Et quand j'ai pris les choses sous cet angle-là, c'est pas venu en un jour, mais j'ai commencé à réaliser, en fait, la chance que j'avais d'être dans cette vie. J'ai commencé à réaliser que même au niveau de ma naissance, si on reprend le nombre de spermatozoïdes en quelque sorte qui ont été générés pour que je puisse exister, ben, je suis arrivé devant. Et je parle de milliers, voire de millions. Voilà. Donc ça, c'est un autre système de référence. J'ai réalisé que ben, j'avais eu des parents aimants, que j'avais un environnement communautaire qui était le mien, mais qui était bardé de choses extrêmement positives en fait. Et que même si tout n'a pas été facile, il y a énormément de gens qui sont mobilisés, à commencer par mes parents, les professeurs que j'ai eus, etc. Et là, il a commencé à avoir un regard différent sur les événements de ma vie, notamment les événements difficiles. J'ai perdu ma maman quand j'avais 12 ans. Et voilà, donc au début, évidemment, j'ai vécu un manque important. Mais je me suis rendu compte à quel point, en fait, je pouvais avoir un regard différent sur mon histoire. Et ça a été pour moi le troisième niveau de changement. C'est-à-dire, le premier, comprendre que je percevais des choses et qu'en fonction de la perception que j'en avais, ben, mes réactions étaient justifiées ou non. Mais en tout cas, elles l'étaient pour moi et pour les autres, non pas en fonction d'une réalité, mais en fonction d'une perception. La deuxième, c'est que cette perception s'appuyait sur mon histoire. Et la troisième, que quelle que soit l'histoire que j'ai eue, notamment les histoires difficiles, parce que j'ai eu mon lot de difficultés, eh bien que je pouvais trouver dans chaque histoire, en fait, un héros, finalement, si je regardais les choses d'une manière différente, si je les vivais d'une manière différente, et si du coup, je les intégrais comme une source d'apprentissage en matière de comportement. Et ça, pour moi, dans mon histoire, ça a été quelque chose de très, très important et qui est né de cette conscience
de la manière dont j'étais relié à cet environnement. Ok. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, tu as parlé de la 5e roue de la charrette. Et du coup, ça montre la vision du monde que tu avais à l'époque parce que l'expression réelle, c'est la 5e roue du carrosse. Oui. Mais bon, toi, Bah, tu vis en communauté, donc c'était peut-être plus dans des charrettes que vous transportiez des choses. Non, c'est une plaisanterie, mais ce que ça m'évoque, c'est effectivement, moi, c'est aussi ce qui m'a permis de changer ma vision du monde, c'est que j'avais vraiment l'impression d'être un animal, le produit de l'évolution, le produit de la biologie. Et comme mes 5 sens me donnaient essentiellement à voir, à toucher, à entendre la réalité perceptible comme ça, physique, matérielle, du coup, j'avais vraiment cette sensation d'être un être coupé, séparé, qui doit survivre avec des stratégies plus ou moins développées pour ça. Et puis, j'observais autour de moi des gens qui avaient des stratégies parfois plus affûtées que les miennes, qui savaient mieux s'en sortir. Et j'avais tendance parfois à me dévaloriser. Je faisais un petit peu comme toi, je me comparais à ces personnes autour de moi. Je me disais, il y en a qui ont plus de chance, qui ont plus de confiance, qui ont plus d'estime, qui ont plus de réussite, qui ont plus de succès. Mais cette vision du monde, elle s'est transformée quand j'ai commencé à étudier un petit peu plus avant, je dirais, les modes de fonctionnement humain, mais aussi la nature de notre monde. Et je me suis aperçu effectivement que, au-delà de ce qu'on perçoit physiquement, matériellement, biologiquement, il y a toute une dimension, on va dire, plus fine qu'on le retrouve et qui est donc expliquée dans la physique quantique et qui est plutôt de l'ordre de l'énergie. Et à partir de là, je me suis dit, tiens, c'est marrant, notre esprit, notre cerveau, notre système nerveux périphérique, donc qui perçoit l'environnement, nous envoie un certain nombre d'informations et ça fait qu'on crée cet environnement 3D matériel et qu'on est, je dirais, un peu prisonnier de cette vision. Et puis, un peu de cette, je dirais presque d'une forme d'illusion. C'est ça qui est marrant, c'est que la réalité, finalement, peut être perçue comme une forme d'illusion. Et je me suis aperçu qu'au-delà de cette énergie, en étudiant toutes ces choses, et puis ce qui rejoint aussi ce que disent les grandes traditions, le bouddhisme, certaines traditions spirituelles, etc., que finalement, au-delà de cette énergie, ce qui était peut-être à l'origine de tout, c'est une forme de conscience. Et c'est là qu'en arrivent aujourd'hui les chercheurs en physique quantique, c'est-à-dire qu'ils se disent, en fait, quand on a fait tous les calculs, quand on a tout étudié, on se rend compte que finalement, il se planque quelque chose au-delà du mur de Planck, justement. C'est une conscience, et c'est peut-être de cette on ne sait pas qu'on ne sait pas. Voilà, d'une conscience comme ça unifiée qui émerge des choses. Et alors à partir de là, je me suis dit, mais en fait, donc du coup, t'es pas si seul que ça, et t'es pas forcément que le produit comme ça de la biologie. T'es peut-être relié à une conscience un peu plus large. Alors on pourrait parler des champs morphogénétiques, par exemple de Rupert Sheldrake. On pourrait parler de la matrice. On pourrait parler de tout un tas de visions. On pourrait parler de Dieu. On pourrait parler de toutes ces façons de percevoir ça. Mais en gros, je me suis dit, bon, cette conscience, elle s'incarne peut-être au travers de toi, puisqu'aujourd'hui, plus les neurosciences avancent et plus on se rend compte que finalement, c'est peut-être plus la conscience qui anime le corps que le corps qui produit la conscience. Et finalement, du coup, cette conscience, elle est peut-être partagée avec finalement d'autres. Et ça, c'était je dirais, des connaissances intellectuelles qui venaient quelque part confirmer des intuitions, quelque chose que j'avais dans le cœur, quelque chose que je ressentais. Et du coup, plus j'étudiais ça et plus je creusais la question et plus je trouvais ça intéressant. Et là où c'était très intéressant, c'est que je suis remonté et je me suis dit, bon, alors, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on se conditionne de telle ou telle façon? Qu'on devient quelqu'un qui est plutôt dans la compétition, qu'on devient quelqu'un qui est plutôt dans la domination, qu'on devient quelqu'un qui est plutôt dans le fait de se soumettre, etc. Et je suis remonté dans mes recherches et je suis remonté loin puisque je me suis aperçu que finalement, ce que je suis ou ce que tu es ou ce que nous sommes, c'est déjà impacté par l'environnement de notre mère. C'est-à-dire que déjà, quand on est l'œuf dans les trompes de notre mère, dans les ovaires de notre mère, on est déjà influencé par sa biochimie et par son système énergétique, par son système de pensée. Et déjà, on voit bien que, on voit bien d'ailleurs, pour aller un petit peu plus loin sur cet aspect, que si on est indien, si on est africain, si on est américain, si on est chinois ou japonais,
je veux dire, on vit, on grandit en tant qu'ensemble de cellules dans un environnement, dans une maman en quelque sorte, d'une culture X ou Y. Du coup, il y a un impact évident déjà dès cette phase je vais dire entre guillemets, de fabrication biologique, de développement Voilà. biologique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a déjà un aspect, il y a déjà un impact sur notre épigénétique. Bon, nos gènes sont déjà le résultat d'une lignée et déjà l'environnement de notre mère, sa façon d'y réagir, ses émotions, etc., vont changer notre épigénétique, c'est-à-dire cette partie de nos gènes qui s'active, qui se désactive en fonction de l'environnement dans lequel on se trouve. Et ce que je trouve intéressant, là, juste pour rebondir là-dessus, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant, c'est de se rendre compte à quel point, en fait, en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi, si j'avais été africain, on n'entend pas des cultures, une façon de vivre le monde de manière complètement différente. Si j'avais été chinois, si j'avais été indien, si j'avais été sud-africain, oui, quelle que soit la culture dans laquelle j'ai grandi, vous m'entendez là? Oui, c'est mieux. C'est mieux. Oui, c'est intéressant de constater que, quelle que soit la culture dans laquelle j'ai grandi, en fait, je vais avoir besoin de me nourrir de cet environnement-là. Comme une plante qui a besoin de se nourrir de son environnement, eh bien, c'est très intéressant de voir à quel point cet environnement il a tellement impacté sur notre développement que du coup, il va complètement conditionner après nos choix, nos préférences, nos sensibilités, et que du coup, on va donner du sens. On ne va cesser que donner du sens à ce qu'on a commencé par vivre, en fait, par expérimenter à travers l'environnement dans lequel on a poussé, quoi. Et en fait, on cherchera en permanence, en quelque sorte, à retrouver ça. C'est pour ça que je me suis rendu compte à quel point les cultures pouvaient à la fois être extraordinaires, parce qu'elles sont porteurs de traditions magnifiques, et en même temps, elles peuvent parfois entretenir des systèmes extrêmement destructeurs. Ouais, et on se demande pourquoi autant. Et justement, parce que justement, il y a ce phénomène d'adaptation à son environnement. Et donc, je me suis dit, cette première graine qui était dans le ventre de ma mère, elle a quand même été influencée par presque toute sa vie, puisque les œufs arrivent dans les ovaires de la mère dans le plus jeune âge. Et ensuite, je me suis aperçu que j'étais un petit peu aussi finalement dans les couilles de mon père pendant un certain temps, et que ça aussi, ça a impacté ma génétique, et que du coup, quand la rencontre de tout ça, ça a créé effectivement cette fameuse graine qui a poussé dans ce terreau maternel et qui a fini par être influencée par tout ce qu'elle a vécu pendant la grossesse, c'est-à-dire les émotions, etc. Puisque on est nourri par le cordon ombilical avec tous les hormones, etc., etc. Et que déjà là, quand on arrive au monde, on n'est pas tout à fait une page vierge. C'est-à-dire qu'on est déjà, on a déjà un système qui est, je dirais, adapté pour survivre et pour faire face à un environnement dans lequel ont vécu nos parents et nos grands-parents. Sauf que peut-être qu'au moment où on arrive au monde, cet environnement extérieur ou la culture dans laquelle on est ou l'évolution du monde a changé, mais c'est pas grave, on a quand même des bagages un petit peu anciens. Et puis, à partir de là, l'environnement, les parents, la mère, le père, les frères et sœurs, la famille, etc., va nous influencer par ces modes de fonctionnement, par ses suggestions, par sa façon de nous regarder, par sa façon de nous juger, par sa façon de nous étiqueter, par sa façon tout ça. Et du coup, on arrive avec une nature, peut-être on arrive avec je parlais tout à l'heure de conscience, cette conscience qui est dans ce corps, qui lui déjà a certains conditionnements, certains programmes, certains encodages, va essayer de pouvoir évoluer et je dirais, trouver sa place, grandir, s'élever et s'épanouir, c'est-à-dire aller vers le meilleur d'elle-même. Sauf que cet environnement va nous contraindre, c'est-à-dire qu'il va nous programmer, il va continuer soit d'encoder dans le mauvais sens, soit dans le bon sens, nos modes de fonctionnement, nos ressentis, nos émotions, etc. Et on est tous soumis à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré ces conditionnements, malgré cet environnement dans lequel on a évolué, malgré la génétique de nos parents, malgré ce qu'ils ont vécu avant, etc., etc., on a la possibilité de changer notre physiologie, notre physique, notre biologie, alors peut-être pas dans sa forme, je dirais, générale, on va quand même garder des aspects, mais on peut aller changer cette génétique par la pensée, par l'utilisation de notre cerveau,
par la façon dont on va utiliser, je dirais, utiliser nos émotions. Et donc, ça, c'est intéressant parce que finalement, l'environnement mental qu'on se crée avec notre tête est, je dirais, vécu par notre corps et par notre système nerveux, par notre cerveau et par notre corps, comme s'il était le même que l'environnement extérieur. C'est-à-dire que les mêmes aires cérébrales s'activent quand on pense, quand on imagine quelque chose avec beaucoup de précision, avec ses sens, avec tous ses sens, les sens internes, visuel, auditif, kinesthésique et olfactif et gustatif, on a tous ces sens en interne, le VACOG interne. Quand on imagine le monde au travers de ça, eh ben, on va envoyer quand même de l'information et on va changer notre chimie, on va changer notre état interne, on va changer notre état d'être, quel que soit je dirais, l'origine de l'environnement dans lequel on a évolué. C'est un peu comme une graine, un gland qui pousse dans la terre, dans une forêt, entouré de plein d'arbres, qui a du mal à devenir un chêne, je dirais, touffu, qui grandit tant bien que mal, et qui, à un moment donné, peut sortir de cet environnement, aller se mettre dans un environnement plus favorable pour lui, et qui va finir par changer sa structure et peut-être par se déployer d'une façon différente. Donc, on a tous cette capacité de changer ça, et pour ça, on peut utiliser notre système neurologique, on peut utiliser notre système de pensée, de représentation, notre système émotionnel. Donc c'est ça qui, à mon avis, est très important de faire passer. Alors, l'environnement est important, mais ce qu'on en fait à l'intérieur est d'autant plus puissant. Oui. Alors Guillaume, on verra qu'effectivement l'impact de l'environnement et du choix de l'environnement dans lequel on est, c'est vraiment très très important par rapport à l'ambition qu'on veut développer. Mais avant ça, comme il est 21h30, un petit peu passé, on va bientôt accueillir notre invité, Guillaume. Oui. Est-ce que tu peux, alors, comme je sais que moi je suis en mode un peu particulier ce soir, puisque je suis dans une région où la connexion est particulièrement compliquée, on va demander à Mario peut-être oui. Mario, qui est le responsable de la radio, de nous mettre en contact avec il y a Samuel Bernier. Ok, je te laisse l'accueillir, Guillaume. Ok. Dès qu'il est en ligne. Alors, en attendant, on a une question. Elle a une amie. Alors, je viens de rendre compte d'une mauvaise perception de l'une ou l'autre. Je précise. Alors, attends, parce que... Oui, en fait, la question est très orientée sur le fait qu'on a, avec une autre personne, deux versions ou deux façons de voir les choses de manière très différente. On a donc des perceptions très différentes. On a des certitudes qui sont différentes. Et du coup, la question qui est fréquente, c'est comment nous mettre en phase. Donc là, ça touche à un niveau de communication qui va beaucoup nous intéresser. Est-ce que tu veux dire quelques mots? C'est Agnès qui nous pose la question. Alors oui, mais comme je n'ai pas lu la question dans le détail, je te propose d'y répondre parce que moi, je suis en train d'observer Samuel pour savoir quand est-ce qu'il arrive. Donc, je te propose d'y répondre directement peut-être. Alors, pour répondre à Agnès, ça c'est une question qui est très intéressante, c'est comment faire quand nous avons des certitudes qui ne sont pas communes. C'est-à-dire que chacun A et B a des certitudes différentes. Ça veut dire qu'il a des impressions, des sentiments, des interprétations différentes. Je crois que c'est là où l'art de la communication va soit nous permettre de nous mettre en guerre, en fuite ou en attaque, soit au contraire en accueil de la différence. Parce que la seule manière de se retrouver, ça va être commencer par s'accueillir. S'accueillir, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire être d'accord forcément avec l'autre, mais être en curiosité des éléments qui amènent l'autre personne à définir ce qu'elle pense. On a par exemple un jeu qu'on fait comme ça souvent en formation, où on voit une image, certains vont voir une jeune femme, alors que d'autres, en regardant le même dessin, vont voir plutôt une femme âgée. Et c'est très intéressant de voir que la première attitude que nous avons, c'est de commencer par défendre notre point de vue, c'est-à-dire en regardant le dessin, de retrouver les éléments que notre cerveau capte, il sélectionne, ensuite il fait des distorsions, c'est-à-dire qu'il adapte sa réalité à ce qu'il connaît déjà, et ensuite il aura tendance donc à défendre son point de vue en s'appuyant sur les éléments qu'il a déjà vus. Et plus il est en phase de doute à l'égard du regard extérieur, plus du coup le réflexe, c'est que nous allons revenir sur nos propres références pour défendre notre point de vue, puisque en fait ce n'est pas une idée que nous défendons, mais le sentiment que nous avons à l'égard d'une idée. Et il se trouve que si je suis A dans ce processus, B fait la même chose. Donc les réflexes à modifier, puisque en fait la tendance que nous aurons, c'est chacun à affirmer
ce que l'on disait, et puis ensuite à évoquer le fait que ces éléments prouvent bien que, voilà, donc on est en train de défendre non pas une perception, mais un sentiment. Et les sentiments sont toujours vrais. Sauf que les sentiments, ils s'appuient sur des références. Donc la clé pour se sortir de ça, c'est de sortir de l'affirmation et de passer en mode question. C'est-à-dire au fond, quand vous dites ça, quand vous affirmez telle chose, ok, pourquoi pas, ça c'est la phase d'accueil, prise en compte de la personne dans ce qu'elle défend au niveau émotionnel. Ok, j'entends que pour vous, votre point de vue est différent, vous ressentez des choses différentes. Et puis ensuite, une fois qu'on a passé cette première phase, le conseil c'est d'aller chercher un peu plus loin en disant, au fond, qu'est-ce qui vous amène à penser ça? Donc il y a vraiment deux marches. La première, c'est la considération pour ce que la personne vit, donc ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit. Et puis la deuxième étape, une fois qu'on a reconnu la personne dans ce qu'elle vit, c'est de lui demander avec précision les éléments sur lesquels elle s'appuie pour faire ça, jusqu'au moment où moi je me dis, effectivement, si je m'appuyais en d'autres termes sur telle et telle référence, c'est-à-dire tel et tel élément, eh bien je pourrais aussi en conclure à cette situation. Et ça, c'est le deuxième niveau en fait de considération. C'est considérer non plus la personne pour ce qu'elle défend, mais pour les éléments qui l'amènent à penser ça. Et quand on en est là, alors qu'on a reconnu la personne sur là où elle en était, alors probablement elle sera beaucoup plus ouverte ensuite à écouter d'autres nouvelles références. Voilà. Mais on parlera de tout ça un petit peu plus loin en termes de processus. Oui, parce qu'on va faire une émission qui sera consacrée un peu plus spécifiquement à la communication et au rapport interpersonnel. Alors, comme on a du mal à voir Samuel, ou alors Samuel, c'est bon? Samuel, tu es là? Ça y est, il est en ligne? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir Samuel. Eh bien, bienvenue parmi nous dans cette émission. Alors, comme je connais un petit peu Samuel, puisque on a eu la chance de se croiser dans des salles de formation, Samuel est donc, au-delà d'être une personne qui est entreprenant, un entrepreneur, c'est un véritable entrepreneur. Il est à la fois gestionnaire d'une entreprise et puis il a aussi quelque chose qui m'a toujours touché, c'est que je sens que c'est quelqu'un qui est à la fois très émotionnel, très authentique et toujours très, très sensible en fait à la dimension humaine de l'individu. Et pour l'avoir écouté, notamment dans des conférences où on lui a proposé de venir parler un petit peu de sa manière de manager, moi j'ai été particulièrement touché par son sens de son humanité en fait, et le sens qu'il donne et la préférence presque qu'il donne ou la priorité qu'il donne à cette dimension de l'humain en fait, notamment dans le monde de l'entreprise. Alors merci Samuel d'avoir répondu à notre proposition de participer à cette émission. Et voilà, comme ça, on va pouvoir échanger ensemble un petit peu sur le parcours, cette sensibilité. Est-ce que, dans un premier temps, Samuel, est-ce que c'est OK de nous évoquer un petit peu ce qui a été le parcours qui est le tien et comment les choses se sont produites pour toi? Qui es-tu Avant de faire de la PNL. Écoutez, oui. Oui. Pardon? Est-ce que tu peux nous parler de ta vision des choses, ton rapport à l'environnement et ta vision des choses avant de faire de la PNL? C'est-à-dire comment tu voyais les choses et pourquoi tu as été ensuite attiré par ce type de technique et après on avancera dans les questions, mais déjà comment tu vivais les choses avant ça? Alors, en fait, ma première rencontre avec la PNL fut quand j'étais plus jeune, lorsque j'ai fait mes études de commerce. Et en fait, j'en ai eu peur au départ. Parce qu'on parlait beaucoup de choses négatives concernant cet outil. Puis après, à force d'avancer dans la vie et être beaucoup plus à l'aise avec le développement personnel et les outils de développement personnel, je me suis rapproché de la PNL afin d'en savoir plus. Et c'est là que j'ai eu la grande surprise par rapport à mes croyances plus jeunes, d'un outil juste formidable, simple et formidable. Ok, alors justement, quand tu t'es rapproché de cette discipline ou de cette technique, tu étais en quête de quoi? Qu'est-ce que tu pensais qu'elle pouvait t'apporter ou qu'est-ce que tu venais chercher
en venant, en allant, je dirais, te développer au travers ou avec cette technique? En fait, on va dire que naturellement, j'avais des prédispositions à l'écoute, à échanger d'une certaine manière. Et j'ai voulu formaliser et affiner certaines techniques de communication pour s'adapter à un plus grand nombre de personnes euh, euh, et surtout être dans le respect d'un plus grand nombre de personnes. Et après, j'ai appris en même temps que ce n'était pas qu'un outil de communication, mais un outil également euh, beaucoup plus puissant, étant donné que certaines personnes s'en servent pour faire de l'accompagnement, aussi bien thérapeutique que coaching. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu as découvert en dehors des aspects de communication qui Oui. sont déjà très intéressants, mais qu'est-ce que tu as découvert dans cette discipline qui t'a peut-être marqué ou qui t'a peut-être plus impacté et que tu t'es dit à ce moment-là, c'est quelque chose dont j'ai envie de parler autour de moi ou j'ai envie de le transmettre pour que les gens sachent. Il est vrai que quand tu parles de la carte du monde, c'est juste extra. Enfin, quand tu dis que la carte n'est pas le territoire, ça permet une grande acceptation. Ça permet des échanges beaucoup plus profonds dans l'acceptation de chacun. Et c'était génial. D'accord. Donc, quand tu dis la carte n'est pas le territoire, c'est vrai que c'est un précepte de la PNL qui dit, en gros, la représentation, le modèle qu'on se crée à l'intérieur de notre tête du monde n'est qu'un modèle réduit, en quelque sorte, et limité du monde extérieur qui est beaucoup plus riche, avec beaucoup plus de possibilités, et que chacun se construit le sien. Ce qui veut dire que ma carte du monde est bien évidemment différente de la carte que l'autre s'est construit à côté, et que l'autre, et que l'autre, et que l'autre. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Donc ça t'a permis de t'ouvrir aux autres en te disant tiens, c'est marrant, comme disait Paul tout à l'heure, on n'est pas tous pareils, on pense pas tous pareil, on n'interprète pas tous la réalité de la même façon, on n'en tire pas tous les mêmes conclusions, et c'est normal, c'est que ça vient de nos différences, de nos différences de perception. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a pu te marquer et qui a transformé un petit peu ta vie et qui peut-être t'a amené à faire les choses de façon différente dans ta vie personnelle ou professionnelle? Après, concernant la PNL, il y avait comment dire, la possibilité de mettre des outils un peu plus techniques en place, comme les ancrages, où effectivement, quand vous êtes en face de personnes décidantes et que vous avez des difficultés à appréhender une situation pour X raisons, vous pouvez travailler avec la PNL et vous mettre des ancrages afin d'aborder les situations avec beaucoup plus de facilité. Ça change l'évolution des négociations ou des échanges avec toute personne. Enfin, en tout cas, pour moi, dans le monde professionnel. D'accord, donc l'utilisation des ancrages, c'est-à-dire de ces stimulations, on va dire, qui vont aller nous connecter à des états internes particuliers, spécifiques, etc. Et qui, quand tu connais un petit peu ce principe, va te permettre de mettre les gens plus à l'aise, de les mettre dans une énergie plus positive et de pouvoir avoir des discussions, des échanges, des négociations qui sont plus fluides parce que les gens sont connectés à des ressources ou à des états internes plus positifs plutôt que d'être sur de la défensive ou d'être sur un mode de défense, etc. etc. Complètement. C'est ça? Complètement. Ok, très bien. Alors, aujourd'hui, toi, dans ton activité, est-ce que en plus de ça, est-ce que tu utilises peut-être d'autres choses, mais qu'est-ce que tu fais de particulier dans ton activité professionnelle et qui est en lien avec ces idées ou ces principes
qui sont développés par la PNL ou par d'autres aspects du développement personnel ou spirituel dans une vision plus large? En fait, je me suis aperçu que la plupart des personnes dans le monde professionnel, hein, toujours, mais c'est pareil dans le monde privé, mais je vais plus m'axer sur le monde professionnel, ont besoin de reconnaissance. Il y a un gros manque de reconnaissance et c'est important aujourd'hui de pouvoir apporter cette reconnaissance aux personnes avec qui nous travaillons. Et la première reconnaissance, pour moi en tout cas, ce fut d'organiser le travail en fonction des disponibilités de chacun, donc être à l'écoute de chacun de ses problématiques et chacune des priorités de chaque personne. Ce qui veut dire, Samuel, en fait, que parce que donc aujourd'hui, si on reprend un petit peu le qui es-tu, tu es donc chef d'entreprise. Pour nous expliquer un petit peu le contexte. Donc, tu peux nous dire un petit peu l'environnement dans lequel tu œuvres, le nombre de personnes, etc. Alors nous, c'est une société, on est 27 personnes. On fait tout ce qui est propreté et services associés auprès de professionnels et de particuliers. Donc, notre population avec qui nos collaborateurs sont principalement des femmes. D'accord. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'environnement professionnel et l'environnement sociétal, il y a beaucoup de séparation. Les personnes qui s'occupent principalement des enfants, c'est les femmes. Donc c'est à elles de gérer les enfants, le travail, la maison. Et nous, en tant que chef d'entreprise, j'estime qu'on a le devoir de faire évoluer les choses au niveau professionnel, c'est-à-dire qu'on ne peut plus leur imposer. Je vais donner un exemple très précis. Moi, je ne peux pas imposer à une de mes collaboratrices d'être sur son poste de travail, quel qu'il soit, à 7h30, 8h, 7h30, 8h, on va dire, alors qu'à cette heure-là, elle préférerait déposer son enfant à l'école ou à la crèche. Et pour moi, ceci, c'est la première marque de reconnaissance qui permet, elle, d'être bien, et en étant bien, d'être pleinement dans son travail et s'épanouir. Donc, et donc du coup... Pardon, vas-y Paul. Oui, donc du coup, ton mode de management, en fait, a été complètement centré sur la prise en compte, évidemment, de la personne et de son environnement. Et là, du coup, de ne pas imposer des horaires contractuellement, mais d'avoir une prise en compte vraiment importante de l'adaptation de l'environnement de la personne. Complètement. Donc ça, c'est... Complètement, ouais. Il faut se fixer, on se fixe sur l'objectif. Après, la personne, quand on lui donne les moyens de faire son travail, de faire ses tâches, et qu'on lui donne l'objectif, après, c'est une personne responsable et elle sait trouver les ressources pour faire le travail dans le temps qu'elle se donne. Tout à fait. Et du coup, à partir de là, j'imagine que tu exerces moins de contrôle sur la personne, peut-être plus au niveau du service rendu au client, puisque ça fait probablement partie de tes fonctions, mais du coup, que la personne est plus autonome et du coup, elle construit en fait en quelque sorte son action en fonction de l'objectif que tu lui as donné, mais tu es moins imposant sur la manière, en quelque sorte, que ce soit en termes de timing, d'heures d'horaire. Du coup, elle est plus autonome en fait en quelque sorte. Tout à fait. Ok. Donc, en gros, l'idée c'est tu prends en considération l'environnement de la personne par rapport à ses contraintes à elle. Et tu t'intéresses finalement à ses besoins, tu t'intéresses à ce qui est important pour elle, de façon à la libérer un petit peu de ces contraintes-là qui pourraient polluer son système émotionnel, qui pourraient polluer sa concentration, qui pourraient polluer son bien-être, de façon à ce qu'elle se sente vraiment bien pour pouvoir effectuer les tâches que tu lui demandes
Mais là, c'est plus en termes de tâches, finalement, que tu fais travailler les gens, plus qu'avec une structure très cadrée, les horaires, c'est comme ça, etc., etc. Et qu'est-ce que ça génère, ça, alors, dans ton entreprise, pour le coup? Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Eh bien, on est tenu de faire confiance. Qui dit faire confiance dit une autonomie de chacun, dit moins de contrôle, voire, je dirais pas de contrôle, parce que malgré tout, on en fait quand même un petit peu, mais on va dire que on est plus dans de l'informel que du directif. D'accord. Oui, c'est-à-dire que tu as un management qui est beaucoup plus axé sur, au fond, les finalités auxquelles on est en devoir de réunir, quoi, hein, c'est-à-dire la satisfaction du client par rapport à sa demande. Après, sur les modalités dans lesquelles les gens vont le faire, que ce soit en termes d'horaire, des choses, ça, c'est quelque chose qui, du coup, ils sont beaucoup plus responsables par rapport à ça. Donc, il y a beaucoup moins de contrôle par rapport à ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça aussi qui, pour toi, Samuel, ont permis une évolution, dans le cadre de ton évolution personnelle ou de l'intégration d'outils? Est-ce qu'il y a d'autres choses comme ça dont tu sens que aujourd'hui, en tant qu'homme, en tant que manager, ou même plus largement, hein, que ce soit au-delà de ton entreprise, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça dont tu sens qui a changé dans ta relation à l'environnement? Oui, complètement. Euh, euh, Beaucoup plus, enfin moi en tout cas, ça m'a apporté beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de compréhension. Je vois même aujourd'hui, on me demande des conseils pour, si je parle au niveau du management, et ben on me demande des conseils pour manager quand il y a des situations un petit peu complexes. On me questionne. Je fais partie de différents réseaux professionnels et je suis reconnu pour ça, entre autres. Et puis à titre personnel, oui. Avant, tu y étais surtout en tant que chef d'entreprise, et aujourd'hui, tu sens que les gens te sollicitent en fait pour avoir, en fait, de ta part, en fait, des enseignements ou des conférences, des choses comme ça, parce qu'ils sont sensibles en fait à cette dimension humaine que tu as su mettre en place. Donc, ce que tu veux dire, ce qui a changé, ce qui a évolué, c'est que du coup, aujourd'hui, non seulement tu manages autrement, mais en plus de ça, on vient te chercher pour expliquer comment tu manages autrement. Tout à fait. Ce que j'ai mis en place, ce que je mets en place, et ça, c'est à titre professionnel, mais à titre personnel, il n'y a pas plus tard que hier soir, une maman avec sa fille qui était séparée pour X raisons, devait rassurer sa fille. Moi, je me trouvais pas loin d'elle, enfin pas loin de la maman. Et c'est vrai que ça lui a permis, avec quelques questionnements, de calmer sa fille, de la laisser s'endormir en toute tranquillité alors qu'elle était paniquée, elle avait peur. Voilà. Donc c'est vrai que, aussi bien à titre professionnel qu'à titre personnel, ça permet une plus grande paix, une plus grande harmonie, un plus grand respect entre tous, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est la façon dont je le vis. D'accord. Donc, tu as gagné beaucoup plus de tranquillité, on pourrait dire de sérénité, et de fait aussi d'efficacité. Tout à fait. Alors, il y a une question, et j'aimerais bien, peut-être on pourrait la proposer, mon cher Guillaume, à Sam. Une question que je trouve intéressante qui revient dans le chat. C'est celle de la mauvaise foi. Alors, notamment, imaginons qu'une personne soit en relation au travail avec un supérieur hiérarchique dit de mauvaise foi, c'est-à-dire qui rejette la responsabilité sur les autres, qui exerce un espèce de pouvoir hiérarchique en mettant ses subordonnés à défaut systématiquement, en donnant par exemple des instructions différentes selon les personnes ou les moments, enfin bref. C'est une question qui arrive de part des auditeurs. Qu'est-ce que toi, tu proposerais à cet auditeur après ce que tu as appris, en imaginant que tu interviennes dans une conférence, comme ça qu'on te pose cette question, quelle serait ta réponse en fait? Eh bien, la première chose que j'ai à dire à la personne qui subit cette situation, parce que pour moi, ce serait plus la subir, c'est de se respecter elle.
C'est-à-dire que par rapport à ce que j'entends, par rapport au fait qu'il y ait de la mauvaise foi, par rapport au fait qu'il utilise son pouvoir hiérarchique de subordonné, que par rapport au fait que la personne, enfin que le supérieur hiérarchique donne des instructions différentes en fonction des personnes et en fonction, si j'ai bien compris, bah, tu peux rien faire. À un moment donné, c'est quelqu'un qui, pour moi, est dangereux, tout simplement. Et il est important de se protéger et prendre Là, sa on part de parle de son responsabilité. responsable hiérarchique, hein, en l'occurrence. Oui, tout à fait. Ah, mais de toute façon, D'accord. ça n'empêche pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je pense qu'il est important de se protéger Mm. et de garder sa part de responsabilité et de faire revenir, toujours questionner euh, euh, par rapport à l'objectif attendu. Donc, savoir ce que la personne veut attendre de nous concrètement. Mhm. Et puis après, ben voilà, respecter, enfin, comment dire, être dans son attente, être dans son, respecter son souhait une fois qu'il a été identifié et se positionner en fonction de nos capacités et notre possibilités. Mm. Donc, première démarche, hein, si je reviens un petit peu sur ton propos, c'est être à l'écoute de ce manager, en quelque sorte, Complètement. non pas sur ses critiques, mais sur ses demandes, en fait. C'est quoi la Tout demande à et c'est fait. quoi l'objectif? C'est Hein, ça. c'est-à-dire que, OK, il me dévalorise, OK, etc. Bon, très bien, mais c'est quoi votre demande exactement? Tout à fait. Ah, on ne vous entend plus. Vous m'entendez? Alors, oui, oui, moi je t'entends, je sais Paul qu'on n'entend pas pour l'instant en tout cas. Effectivement, il y a quelque chose que je pourrais peut-être ajouter, c'est cette idée quand on est face à des personnes qui ont tendance à avoir des comportements dominants. Souvent, c'est un instinct qui est très Parce qu'il a grégaire. fait une relation avec lui. C'est un instinct qui est très grégaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans le mode de fonctionnement de la personne. Et souvent, la personne a développé des stratégies très habiles pour pouvoir garder le contrôle sur les autres et pour pouvoir continuer, je dirais, de pouvoir comme ça les maintenir dans une certaine servitude ou dans une certaine soumission. Et donc, c'est très difficile de faire face à ces personnes parce qu'elles sont capables de monter dans les tours, elles sont capables comment on pourrait dire, de faire des... Ah, j'ai perdu le mot, ça y est. De faire peur, quoi, en quelque sorte, et Des menaces. des menaces, etc. Et donc, à partir de là, ce qui est très important, c'est toujours de revenir à soi, à son calme intérieur, effectivement, d'être dans cette notion de respect dont parlait Samuel, c'est-à-dire comme se dire, tiens, je mets une bulle entre lui et moi, et au-delà de cette bulle, c'est lui, dans cette bulle, c'est moi, et pour communiquer avec lui, quelque part, je reviens à des choses très pragmatiques, c'est-à-dire je parle calmement, je demande, j'écris. Puis alors, ce que tu me demandes, c'est ça. Je reformule. Ce que tu me demandes, c'est ça, c'est ça, c'est ça. J'écris les choses. Pourquoi? Parce que si la personne dit une chose et qu'elle revient quelques heures après en disant le contraire, vous pouvez toujours lui dire de façon très calme et très posée, mais regarde, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est ça, c'est ça, c'est ça, et maintenant tu viens et tu me dis ça, ça, ça. En fait, en gros, il faut garder, parce que la personne, elle, en face, agit sur le plan très instinctif et très émotionnel, donc il faut garder une espèce de pragmatisme, c'est-à-dire de revenir à des choses très concrètes, très, voilà, ça a été posé sur le papier, ça a été dit comme ça, d'une façon très calme. Parce que si on commence à rentrer dans un jeu de pouvoir ou dans un jeu de force avec ce genre de personnes, si on n'est pas armé pour ça, il y a de fortes chances qu'elle ait des stratégies plus développées que les nôtres et qu'on finisse par perdre. Bon, en plus, c'est un responsable hiérarchique, donc il a quelque part une emprise, enfin un pouvoir en tout cas sur soi. Donc l'idée, c'est d'essayer de revenir à ce calme, à cette mise à distance et au fait de faire les choses de façon factuelle en disant, bah voilà, ce que vous me dites, c'est ça, et d'essayer de garder son calme. Ce qui n'est Et pas forcément très surtout, simple à mettre en pratique, mais qui peut parfois permettre de sortir de certaines situations. et Guillaume, si je peux me permettre, Oui. euh, il est important aussi, ce que je conseillerais, c'est de demander les choses, de toujours faire valider les demandes à son supérieur hiérarchique qui serait comme ceci, par écrit.
ne pas hésiter à lui demander de nous faire un mail afin d'exprimer ses demandes, parce que j'ai vu là, qu'apparemment on parlait même de pervers narcissiques. Euh, Si on arrive à ces typologies de personnes, je dirais qu'ils auraient même s'ils expriment, même si on est dans la capacité de reformuler, même si on arrive à calmer un peu le jeu, et je suis complètement d'accord avec ça, n'empêche qu'ils seraient même capables, eux, de vous faire croire qu'ils ne vous auraient pas dit ce qu'ils vous ont dit. Alors Bien que si sûr. c'est par écrit, là, c'est différent. Donc là, Alors c'est justement, vraiment un gros conseil, parce que si c'est quelqu'un que vous connaissez pas, vous pouvez fuir, mais un supérieur hiérarchique, vous êtes tenu de travailler avec, et là, c'est d'autant plus difficile. Donc, il faut se protéger, il faut vraiment garder cette bulle, comme tu disais, Guillaume, et là, je partage mais complètement, et surtout, faire valider par écrit. Alors justement, pour faire ça, c'est parfois compliqué, puisqu'on n'a pas la personne en direct, hein. C'est parfois compliqué de demander à une personne de fonctionner différemment. Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi tu me demandes de t'écrire les messages, je viens de te le dire, etc., etc. Donc, dans ce cas-là, l'autre alternative, c'est que vous remettez par écrit ce qui vient d'être dit avec la personne, soit par SMS, soit par mail, et vous dites, OK, ce que tu m'as demandé, voilà, j'ai noté que ce que tu m'as demandé, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et vous envoyez ça à la personne. Et je le ferai pour tel moment, ou bref, bref. Mais l'idée, c'est que vous pouvez le faire, cet écrit, et l'envoyer à la personne pour, en gros, voilà, j'ai bien pris acte de ta demande, etc. Ce qui fait que si la personne ne revient pas là-dessus pour dire, mais non, je t'ai jamais dit ça, ou en quelque sorte, ça veut dire qu'elle acte la chose qu'elle vous a dit, puis si elle n'est pas revenue dessus, ça veut dire que, bah, oui, c'est bien ça que je t'ai demandé. Ce qui fait que si plusieurs jours plus tard, elle vous dit autre chose, vous pouvez revenir en disant, mais regarde, tu m'avais demandé ça, je t'ai envoyé un mail, il n'y a pas eu de contradiction, il n'y a pas eu d'autres informations, donc, ou d'autres instructions, donc j'ai fait ce que tu m'as demandé, etc. Voilà, donc ça peut être une autre alternative, c'est que vous-même, vous vous mettiez à écrire, peut-être par mail, et à envoyer un message à la personne pour dire, voilà, j'ai bien acté ce que tu m'as demandé. Ça, elle ne peut pas vous empêcher de le faire. Voilà. Alors, on ne va pas rester trop longtemps sur cette question-là. Ce que je voulais, Samuel, pour clôturer ce témoignage qu'on va reprendre après avec Paul sur la suite de l'émission, c'est est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à ce que ce travail de développement personnel, entre autres la PNL, ou peut-être d'autres choses, mais en tout cas, qu'est-ce que ça t'a apporté d'important? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter à ça? Eh bien, écoutez, ça a permis de renforcer enfin, d'apporter une finesse de perception et une finesse, ouais, surtout de perception, on va dire, être beaucoup plus dans le ressenti. Voilà. Donc, tu as développé ta finesse et ta perception et ton ressenti. Tout à fait. Et alors, justement, le fait de développer ça et d'avoir plus de finesse et plus de. Est-ce que c'est pas quelque chose qui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent si je suis dans ma sensibilité, si je suis dans ma perception, je risque de plus subir si l'environnement est agressif, si l'environnement est difficile, je risque de plus subir les choses, je risque de plus les ressentir. Donc les gens souvent se coupent un peu de leurs ressentis, de leurs émotions. Alors Tout à toi, fait. alors du coup, bah justement, est-ce que tu te sens plus vulnérable en t'ouvrant à des ressentis plus fins et plus sensibles, ou au contraire, c'est pas le cas pour toi? Alors moi, en fait, j'étais quelqu'un qui croyait, qui pensait effectivement que les émotions, c'était une faiblesse, la sensibilité était une faiblesse. Euh, j'ai appris à euh, comment dire, à les rencontrer, à les apprivoiser, on va dire. Et aujourd'hui, ça en est une force parce que ça nous permet d'être, enfin en tout cas moi, ça me permet d'être beaucoup plus fin avec les personnes avec qui je suis. Et ça me permet de rentrer dans des échanges beaucoup plus profonds euh, assez rapidement, enfin plus rapidement. Donc c'est une D'accord, très vraie bien, force. super. C'est une vraie force aujourd'hui, étant donné que le ressenti même, bon ça je vous parle à titre
personnel, pas plus tard que tout à l'heure. J'ai vécu ceci. Quand vous avez une personne en face de vous, vous avez une amie qui vous dit que tout va bien et que vous percevez autre chose et que par votre questionnement et par un certain questionnement, eh bien vous lui permettez d'exprimer certaines choses, c'est gagné quoi. Enfin, moi je trouve ça juste génial. À titre professionnel, c'est la même chose. Quand vous ressentez, vous avez des arguments qu'on vous donne, c'est des arguments commerciaux et mathématiques, un peu cartésiens, vous rajoutez une sensibilité à votre réponse, eh bien, ça met une dimension, ça met une autre dimension à vos échanges. Et là, ça casse beaucoup de barrières, beaucoup de freins. Ok, super. Eh ben, écoute, merci beaucoup Samuel, très intéressant cet apport sur les émotions justement et les sentiments. On va voir que on va parler de ça, pas l'émission suivante, mais l'émission d'après. Et c'est vrai que effectivement les émotions c'est plutôt une force à partir du moment où on sait, comme tu dis, les apprivoiser et les utiliser. On va rentrer dans une autre dimension de la relation humaine. On va peut-être pouvoir justement ouvrir son cœur, on va mieux comprendre ce qui se passe chez l'autre, etc. Et on va être, je dirais, comme tu disais, dans une plus grande sensibilité, mais pas pour autant plus vulnérable. Bien au contraire, moi, je rejoins ce que tu dis. Je ressens beaucoup plus de force, je ressens beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de confiance, tout en ayant réussi à ouvrir cette sensibilité, voilà, sans besoin de carapace, d'armure, de se couper, de se camoufler derrière des attitudes. Donc ça, c'est un super rapport. En tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage. Et voilà, on va continuer avec Paul. Paul, peut-être que tu veux rajouter quelque chose. D'abord, un grand merci à Samuel. Et effectivement, on va pouvoir nous redémarrer sur cet aspect de la dimension plus émotionnelle, parce qu'on va voir qu'on a plusieurs boussoles. Mais avant cela, peut-être remercier effectivement Samuel pour sa présence et puis souhaiter plein de bonnes choses. Si Samuel souhaite rester avec nous en ligne, c'est possible. Nous, on va continuer sur notre programme et notamment pour approfondir un petit peu sur la partie environnement en proposant peut-être de manière plus technique de revenir sur cette relation à l'environnement. Ok. Alors justement, je voulais repartir de cette question de Agnès qui dit « Alors avec l'épigénétique, que diriez-vous à propos d'un enfant non désiré à sa conception? Il arrive avec quel bagage ?» Alors moi j'ai envie de dire, effectivement, si un enfant est non désiré à sa conception, ça veut dire qu'il a été quelque part impacté par une certaine vibration, une certaine énergie émotionnelle, un certain sentiment de ses parents, que ce soit le père ou la mère. Et à partir de là, ça va certainement avoir une influence sur sa façon de se ressentir, sur sa façon de ressentir le monde. Ça va créer une croyance profonde qui va aller s'ancrer, même si les croyances, on peut penser qu'elles sont liées au langage, ben non, en fait, il y a des tas de croyances qui se créent même avant le verbal, c'est-à-dire quand on est vraiment dans la petite enfance. Et à partir de là, ça va aller impacter sa structure physiologique, sa structure énergétique. Et ça va, lui, je dirais même presque son champ morphogénétique, c'est-à-dire ce sur quoi s'appuie sa structure biologique. Et effectivement, ça va sûrement le poursuivre et ça va sûrement colorer ses expériences, ça va sûrement avoir un impact sur son développement. Et l'idée, c'est que tout ça, c'est pas quelque chose qui est définitif. C'est-à-dire que avec, par exemple, on voit avec la PNL qu'on peut, avec certaines techniques, comme par exemple la technique de réimprinting, donc de réempreinte, de réencodage, on peut retourner dans le passé pour aller changer la relation de la personne à l'environnement. C'est-à-dire qu'on peut lui permettre d'aller réévaluer des situations passées, d'aller, je dirais, se mettre à la place des personnes qui ont été dans son environnement, dans son entourage, pour leur faire changer leur comportement, simplement histoire de voir comment cette personne aurait pu évoluer, comment elle aurait pu se développer, peut-être aller exploiter d'autres ressources, d'autres façons d'être, d'autres versions d'elle-même, si son environnement avait été différent. Et là où c'est intéressant,
c'est que à partir du moment où le système nerveux se rend compte qu'en fait, il aurait pu avoir un autre développement, la personne aurait pu se développer différemment, accéder à d'autres ressources en elle, accéder à d'autres possibilités, si jamais elle avait été dans un contexte avec un environnement plus favorable, plus aimant, plus accueillant, plus bienveillant, elle va peut-être reconnecter à cette dimension, je dirais, d'amour inconditionnel, et son système nerveux va se dire, ah ok, ça aurait été possible que je sois ça. Et du coup, ça va être beaucoup plus difficile ensuite pour la personne, quelque part, de rester sur cette perception, sur ces expériences de référence et sur cette histoire qu'elle s'est racontée tout au long de sa vie au travers de ça. Donc on va pouvoir aller désactiver l'énergie bloquée, on va aller pouvoir désactiver l'empreinte émotionnelle, l'empreinte physiologique qui a été faite dans le passé, et on va pouvoir changer quelque part, transformer un petit peu le souvenir. Et comme le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui est créé en termes de réalité, justement, on peut créer des faux souvenirs, d'ailleurs on en crée tous les jours, bah, du coup on va pouvoir aller transformer cette perception, sa relation au passé, et transformer en profondeur les croyances qui sont nées de ça, et les décisions ensuite, ou les conclusions qu'on en a tirées vis-à-vis de nous-mêmes et de ce qu'on est devenu. Voilà, donc si Paul veut rajouter quelque chose à ça, je trouve que c'est très intéressant d'en parler parce que c'est des techniques qui sont qu'on voit en maître praticien et qui permettent de vraiment aller transformer sa relation à l'environnement. Parce que l'environnement, on ne peut pas le changer. Par contre, on peut vraiment changer sa relation intérieure à l'environnement. Alors, effectivement, il n'y a pas besoin d'ailleurs d'être sur un niveau très avancé en termes de PNL pour commencer à aborder des techniques qui vont permettre de changer ce que je vais appeler, entre guillemets, ces fichiers. Ces fichiers, ce sont en fait ces éléments du passé. Alors, ce qu'il faut retenir pour moi de très important par rapport à ce qu'on évoquait, c'est que notre système émotionnel fonctionne un peu comme un animal. C'est-à-dire qu'un animal, il n'a pas forcément la même conscience que nous l'avons. Ils ont bien sûr un niveau de conscience, mais pas autant développé que nous l'avons chez l'homme. Et je pense que ce qui accélère énormément la capacité d'évolution, c'est la capacité de conscience. Et la conscience, c'est qu'à un niveau. C'est-à-dire qu'on peut avoir une boussole de conscience qui va évoluer, mais c'est aussi important de descendre dans sa boussole émotionnelle, dans sa boussole énergétique, dans sa boussole physique, pour comprendre en fait que tous ces niveaux en fait, vont interagir en permanence. Sauf que dans les références passées, ce qui a été imprimé en quelque sorte sur un plan émotionnel reste là. C'est-à-dire que si plusieurs fois j'ai été dévalorisé quand je prenais la parole en classe, ou que j'ai eu à chaque fois un sentiment de soit me tromper ou d'erreur, ou de ne pas être vraiment reconnu, etc., ou d'être évalué ou mal évalué par les autres, eh bien ce cumul d'expériences, lui, il ne reste pas à la conscience. Il est emmagasiné dans ma bibliothèque émotionnelle interne, en quelque sorte. C'est un peu comme des livres sur une étagère, en quelque sorte. C'est comme des fichiers qui s'amassent. Sauf que si ces fichiers sont négatifs, eh bien, ils restent négatifs. Ce qui veut dire que si j'ai mal vécu, par exemple, moi, j'ai eu des gros problèmes la première année où j'ai commencé en 6e à faire de l'anglais. Alors pourquoi j'ai eu des problèmes ? Parce que j'avais une prof qui m'imposait de ne pas lire les phrases, mais d'écouter l'anglais et de répéter. Le problème, c'est que quand je répétais des phrases, elles n'avaient absolument aucun sens. C'est-à-dire que j'étais même pas capable de dire, quand je disais quelque chose, si ça correspondait à un mot, à plusieurs. Enfin bon, c'était une cacophonie incroyable. Et ça avait un non-sens insupportable pour moi. Ce qui veut dire que j'ai amassé dans ces premiers cours, en quelque sorte, énormément de frustration. En plus, je n'étais pas vraiment reconnu, évidemment, parce que je ne me sentais pas très à l'aise. C'était ma première année de 6e, je venais d'une petite école, enfin bon, bref, j'arrivais dans un grand lycée. Et du coup, il y a un certain nombre de choses comme ça que j'ai très mal vécues. Je peux vous dire, je repense encore à la classe, au couloir dans lequel je revois très bien la porte d'entrée, je vois très bien la place à laquelle j'étais assis. Je peux vous dire, le fait simplement de repenser à ces moments, eh bien, alors beaucoup moins maintenant parce que j'ai métabolisé ça, mais je suis capable de retrouver des empreintes émotionnelles qui sont pas loin, en fait, en quelque sorte. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si moi je sors de mon champ de conscience ? Eh bien, mon système nerveux, lui, eh bien, quand il repense à l'anglais, et ça a été problématique pendant des années, eh bien, j'avais un système de défense qui se mettait en berne, en fait. Enfin, j'avais un système émotionnel qui se mettait en berne et donc un système de défense qui se développait.
Ce qui veut dire que je n'étais pas dans une stimulation d'apprendre, mais dans une méfiance à surexister, en fait, à survivre, si on pouvait le dire, au niveau émotionnel. Et ce qui s'est passé, c'est que ce système-là s'est entretenu, en fait. Pourquoi ? Parce que mon système émotionnel, lui, d'abord, il n'en avait pas conscience, mais il a grandi avec cette référence qui était que c'est compliqué pour moi, les langues, etc. Et en plus, j'ai eu des tas de raisons de le justifier, parce que j'avais un problème d'oreille, j'ai dû faire des techniques pour rééduquer en fait les sons de l'oreille, enfin bon bref, et tout ça expliquait que du coup ça justifiait les difficultés dans lesquelles j'étais. Et le problème, je pense majeur, c'est le fait de continuer à croire que lié à mon histoire, alors j'ai une problématique. Pourquoi c'est un problème ? Parce qu'à chaque fois que je me retrouve dans un environnement en lien avec l'anglais, mais du coup, la stimulation interne revient. C'est comme si vous avez eu des problèmes de maths. Si vous prenez des gens dans un groupe qui ont été passionnés par les maths et ceux qui n'ont pas aimé les maths, demandez-leur au premier d'ouvrir un bouquin de maths et de se pencher dessus. Vous allez voir, la réaction émotionnelle est immédiate. Elle n'est pas liée à l'instant, elle est liée au fichier qui a été construit. Et donc, ce qui est très intéressant dans ce que tu évoquais, Guillaume, c'est qu'on peut aller reprendre n'importe quel fichier qui peut être dans un passé court terme ou un passé moyen terme ou un passé long terme, et on peut le transformer. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la réalité, elle n'est que présente. C'est-à-dire que nous vivons au présent et nous finirons toujours à vivre qu'au présent. Par contre, la marque du passé conditionne complètement ce présent. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut entrer en relation avec ce passé. Entrer en relation, c'est-à-dire de modifier le rapport que j'ai avec ce passé. Et c'est là que le changement de croyance intervient. Et il faut savoir que dans un changement de croyance, la tête va au départ dans une prise de conscience, mais ça ne suffit pas la prise de conscience. Après, il va falloir l'intégrer à un niveau émotionnel, voire physique, voire énergétique. C'est-à-dire que les choses se transforment dans le corps, en fait. Pourquoi ? Parce que tant qu'elles ne se sont pas transformées dans le corps, eh bien, la tête suivra par moment, mais dès qu'on sera dans un environnement compliqué, eh bien, les empreintes émotionnelles, les empreintes énergétiques, les empreintes d'ordre physique vont reprendre le dessus. Voilà, donc il y a des méthodes, et on les connaît bien, qui permettent de transformer ces fichiers, et c'est extrêmement libérateur, en fait. Mais la principale croyance, c'est d'entretenir l'idée que comme j'ai eu tel et tel problème, alors aujourd'hui encore, j'ai des difficultés. C'est-à-dire qu'on fait d'un passé un égal présent. Alors c'est intéressant parce que pourquoi on fait ça ? Quelque part, c'est un peu plus fort que nous. C'est que comme on construit notre histoire et au travers de ce à quoi on s'identifie, et donc au travers de ce à quoi on s'identifie en termes d'expérience, le truc c'est que les expériences, c'est le corps qui les a vécues, c'est les sens qui les ont vécues. Et du coup, à partir de là, il y a une réalité du corps, de l'inconscient, qui a bien vécu cette chose-là et qui nous paraît donc vraie. Et donc, une difficulté à changer la croyance sur le plan mental, parce que si on se dit juste oui, mais bon, c'est pas très grave, je peux comprendre, je peux pardonner, je peux peut-être comprendre pourquoi la personne, si je me mets à sa place, a eu ce comportement, etc. Tout ça, c'est intéressant, ça permet de ramollir un peu la croyance, de ramollir un peu tout ça. Mais l'idée, c'est, il faut absolument que le système nerveux se reconfronte quelque part à l'environnement, c'est-à-dire retrouve l'environnement, reprennent contact avec cet environnement du moment pour aller changer l'information, aller changer quelque part le souvenir. Et quand je dis de changer le souvenir, c'est vraiment ça. Le truc, c'est que les souvenirs ne sont pas intégrés, on ne sait pas où ils sont dans le corps. La mémoire, elle n'est pas localisée dans le corps humain, a priori, ils ont beaucoup de mal à la trouver. Il y a des fonctions cérébrales qui permettent d'encoder la mémoire, etc. Mais on se rend compte que c'est pas logé quelque part d'une façon très précise. Et justement, il n'y a pas des souvenirs. C'est pas comme s'il y avait des CD quelque part et qui étaient immuables, gravés et on pouvait pas changer. En fait, à chaque fois qu'on se fait appel à quelque chose, une expérience passée, on recrée le souvenir. Ça veut dire que quand vous vous racontez toujours la même histoire, quand vous reparlez de votre problème, parce qu'un jour vous avez une difficulté et que vous dites voilà, tiens, tel jour j'ai pas réussi à aller parler à telle personne, ça veut dire que je suis timide ou ça veut dire que je ne suis pas capable. Et puis vous le répétez une deuxième fois, une troisième fois, une dixième fois, et puis 20 ans plus tard vous continuez de le dire finalement. Pourquoi ? Parce que vous avez renforcé la structure neuronale, vous avez renforcé le système qui permet de se connecter et de recréer cette version du monde que vous vous racontez. Et à partir du moment où on retourne dans le passé, on permet au corps de pouvoir explorer une autre possibilité, on va dire désagréger
petit à petit ces connexions neuronales, les changer et pour en créer d'autres possibles en disant « Ah oui, tiens, j'aurais pu réagir, j'aurais pu évoluer, j'aurais pu grandir d'une façon différente et avancer dans mes expériences d'une façon différente à partir d'autres étapes si jamais j'avais vécu les choses d'une façon différente. » Donc, quelque part, pour changer une croyance et pour que ça se passe vraiment sur un plan profond, l'idée, c'est quand même de retourner, de permettre au corps, au cerveau, au système nerveux de repercevoir les choses de façon à pouvoir transformer cette relation à ce qui s'est passé. Alors, il y aura toujours une partie de vous qui dira « Oui, mais ce qui s'est vraiment passé, c'est ça. » Même si on pourrait demander aux 15 personnes qui étaient présentes, elles vous donneraient toutes une version différente, certainement. Mais pour vous, c'est ça la vérité. Et c'est ça qui est intéressant. C'est que même si on parle de ce qui s'est passé au moment de votre naissance et que vous pouvez vous dire « j'ai pas de souvenir », même si on parle de ce qui s'est passé au moment où vous étiez dans le ventre de votre mère ou quoi que ce soit, ce qui est important pour nous, quand on travaille avec les personnes, c'est pas tant la réalité de ce qui s'est passé, la réalité des faits, c'est qu'est-ce que vous avez interprété de cette réalité et qu'est-ce que vous en avez fait? Est-ce que vous vous êtes limité avec ça? Est-ce que vous vous êtes fait souffrir avec ça? Inconsciemment, bien sûr. Et est-ce que vous continuez d'entretenir cette réalité et cette chose parce que vous continuez de l'alimenter et vous continuez de la renforcer? Donc, nous, on va vous aider à travailler sur ce système qui est votre système, votre représentation du monde, plus que l'idée de dire qu'on va changer la réalité de ce qui s'est passé dans le passé. Bien sûr, ça, c'est impossible de le faire. En tout cas, a priori, à l'heure actuelle, on ne sait pas si c'est possible de le faire, mais pour l'instant, on ne sait pas qu'on ne sait pas, quoi. On sait Exactement. Pas et pour aller plus loin, du coup, parce qu'on va laisser quand même une pointe d'espoir, non seulement à la transformation du passé, mais moi je trouve quelque chose d'encore plus, qui m'a beaucoup plus excité par la suite, c'est la préparation du futur. C'est-à-dire de me dire, mais au fond, puisque ma perception n'est que croyance, j'ai envie de dire, quelle importe la croyance? La question c'est, qu'est-ce que me permet cette croyance? Au fond, quelle que soit la réalité qui ait pu m'arriver, au fond, quel est l'enseignement le plus positif aujourd'hui que je puisse en tirer? C'est-à-dire que, et je vais même aller plus loin, c'est plutôt que continuer à m'alimenter sur les problèmes du passé, c'est au fond à quoi j'aspire vraiment aujourd'hui. Si tout était possible, les choses se passeraient comment? Et ça commence vraiment à m'intéresser. Si moi qui aspire à être plus en confiance dans ma vie, moi qui aspire à avoir plus grande estime de moi-même, moi qui aspire à avoir de meilleures relations, moi qui aspire à me sentir plus ouvert, à entreprendre, à, je sais pas moi, à rayonner sur le monde de telle ou telle manière, eh bien au fond, si je me octroyais ce droit de vivre aujourd'hui ce à quoi j'aspire demain, c'est-à-dire à entrer dans cette conscience que je suis déjà le produit de demain, que je suis déjà la graine du chêne que je peux devenir. Et du coup, pour moi, c'est un message très puissant, c'est-à-dire de vivre l'environnement par avance. Et on le fait beaucoup en PNL, hein. On peut le faire pour des petits objectifs, comme visualiser un environnement futur, en termes de lieu, d'espace, de contexte de temps, etc. Et puis, s'imaginer au meilleur de nous-mêmes dans cette interaction dans l'environnement et du coup, de transformer ce fichier par avance, en quelque sorte. C'est-à-dire d'aller mettre de la lumière à l'endroit où on a envie d'en mettre, quoi, en quelque sorte. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce qu'en termes de flexibilité neuronale, puisque c'est vraiment de ça dont on parle, c'est aussi puissant. Hein, c'est-à-dire que passer du temps à vouloir transformer le passé, pourquoi pas directement orienter son attention sur, au fond, si ça se passait mieux, ça se passerait comment? Si j'étais mieux émotionnellement, si j'étais mieux en termes de relation à cet environnement-là, qu'est-ce qui serait différent? Et en quoi ce serait plus riche pour moi? Je partage tout à fait ton point de vue et c'est très intéressant parce que ce simulateur qu'on a, qui est notre cerveau, ce simulateur de réalité, je dirais, effectivement, va pouvoir nous préparer énergétiquement, physiologiquement parlant, à des situations futures, tout simplement parce qu'on va aller justement utiliser ce système de représentation pour s'imaginer avec précision un environnement et notre façon de nous comporter dans cet environnement et ce qu'on va ressentir dans cet environnement, etc. Donc, on peut littéralement se préparer et au travers de cette préparation qui se fait au travers de notre pensée, de notre imagination, on va créer un environnement intérieur et notre génétique, notre système nerveux, tout notre corps va se mettre en action. Ça va même générer des circuits dopaminergiques qui vont nous booster pour l'action. Donc, on va se préparer littéralement pour pouvoir agir, pour pouvoir être, pour pouvoir faire les choses différemment. Et au travers des coachings, au travers des préparations, au travers des formations, on voit vraiment que les gens arrivent à transformer des choses et se retrouver dans des circonstances qui, au départ, qu'ils anticipaient au départ de façon très
très négatives en se disant ça va mal se passer, les gens vont réagir comme ci, l'environnement va réagir comme ça, et qui finalement se sont retrouvés à prendre les choses d'une façon totalement différente et avoir des actions et des réactions totalement différentes. Donc ça, c'est très intéressant. Seulement, c'est vrai qu'il y a parfois, et c'est pour ça que je parlais de revenir sur le passé tout à l'heure, c'est qu'il y a parfois des difficultés dans un accompagnement. Les personnes se retrouvent face à une limite. Pourquoi ? Parce qu'ils sentent qu'il y a quand même quelque chose tout au fond d'eux-mêmes, très loin dans le passé, qui les attire, qui les tire en arrière. Et c'est là que c'est intéressant d'utiliser aussi ces techniques-là pour désactiver, pour, je dirais, aller percer les abcès quelque part, qui a besoin de percer. Mais passer sa vie je dirais que c'est intéressant de faire ça quand il y a quelque chose qui remonte à la surface et que ça remonte de façon régulière. Bon, bah, c'est important d'aller désactiver ça. Parce que sinon, on sera toujours perturbé par cette chose-là. Mais sinon, voilà, l'idée de passer son temps à regarder que vers le passé, en se disant si je nettoie tout, si je déracine toutes les mauvaises racines, si j'enlève toutes les mauvaises herbes, si je travaille tout, je serai mieux dans ma vie. C'est pas forcément vrai, parce que tant qu'on donne pas du sens à sa vie, tant qu'on s'oriente pas vers l'avenir, tant qu'on n'a pas une vision, une direction, quelque chose qui va nous permettre de faire des expériences, qui va nous permettre de nous prouver à nous-mêmes qu'on peut se dépasser, qu'on peut aller plus loin et qu'on peut développer cette meilleure partie de nous, bah, on va continuer de tourner en boucle sur ce qu'on a été, plus que de se recréer soi-même et s'ouvrir à de meilleures possibilités pour soi. Donc, c'est très important de faire les deux. Toujours avoir la tête tournée vers l'avant, et si jamais on sent que ça freine à l'arrière, surtout ne pas faire semblant que ça n'existe pas. Hop, ok, d'accord, on y retourne, on désactive, et une fois que c'est désactivé, on va se rendre compte qu'on va pouvoir avancer beaucoup plus rapidement. Mais c'est incroyable, pour compléter ce que tu dis. Moi, j'ai commencé par des années, j'ai fait 2 ans de Gestalt avant de démarrer la PNL. Donc, en Gestalt thérapie, on est vraiment sur l'accueil des émotions, on revient vers la peur, la colère, et vous ne pouvez pas imaginer le nombre de week-ends, les heures que j'ai passées à retrouver la peur du passé, la colère du passé, la tristesse du passé, et c'était un peu, plus on a pleuré, plus on a crié, plus on a exprimé notre souffrance du passé, mieux ça va aller. C'était vraiment, je t'assure, c'était ça. Donc, il y a des fois, ça a fait du bien de reconnecter. C'est limite du renforcement, là, c'est presque voilà. du renforcement. C'est ce que je voulais te dire, c'est que moi, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre, et je dois dire que quand j'ai découvert la PNL, on m'a dit, écoute, c'est bien de revenir sur le passé, mais tu vois, à quoi t'aspires vraiment ? Et là, maintenant, alors on peut faire du réimprinting. Je vois quelqu'un réagit par rapport à la technique de réimprinting, qui est une technique déjà avancée. Oui, mais quand on parle d'un réimprinting à un enfant, je dis oui, mais je suis pas sûr que c'est la priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup plus à consolider sur à quoi j'aspire vraiment, qu'est-ce que je veux devenir. Et puisqu'on est sur l'environnement, quel est l'environnement qui aujourd'hui m'inspire le plus dans ce sens-là ? Alors, moi, aujourd'hui, je conseille vraiment aux personnes qui veulent évoluer de commencer par arrêter de passer du passé. Je suis parfois fatigué. Ça fait des 30 ans que j'accompagne des gens. Je suis parfois fatigué d'attendre les gens revenir en permanence sur le passé. Je leur dis, mais bordel, excusez-moi du terme, mais allez de l'avant, quoi. Allez de l'avant et commencez par vous dire, si ça se passait bien, ça se passerait comment ? Ensuite, inspirez-vous des gens qui réussissent dans ce domaine, lisez leurs livres, allez voir sur Internet. Mais moi, je vous mets au défi, même si vous mangez mal aujourd'hui, si je vous plonge dans un environnement de gens qui font attention à leur alimentation, qui ont développé des valeurs de goût, de plaisir, d'attention à la bonne nourriture, etc. Vous passez 10 jours, 15 jours, 20 jours, je vous mets au défi de ne pas changer. Donc, pourquoi ? Parce qu'il y a une aspiration que vous avez au fond de vous, il y a un cœur qui va s'ouvrir et qui va commencer à se connecter véritablement à ce à quoi vous aspirez. Et je peux vous garantir que tous les problèmes du passé, ils vont passer loin derrière. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort qui va vous amener, c'est ce qu'il va vous faire vibrer dans le cœur. Et quand on a connecté quelqu'un vraiment à des valeurs fortes, nouvelles, importantes, quand on a axé la personne sur un désir de cœur, c'est-à-dire une vision qui est en plus une vision contribuante pour les autres, etc., je peux vous dire que les problèmes du passé, ça fond comme neige au soleil. Pourquoi ? Parce que c'est remplacé. C'est-à-dire que la thérapie, moi j'appelle ça de la thérapie par anticipation. C'est-à-dire qu'on connecte vraiment la personne au meilleur d'elle-même, on connecte à sa vision, à ce à quoi elle a envie de répondre vis-à-vis du monde. C'est quoi son service au monde ? C'est quoi qu'elle a envie de faire passer ? Et aujourd'hui, si tout était possible, qu'est-ce qu'elle transformerait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'elle peut
observer chez d'autres qui réussissent dans ce monde-là. Qu'est-ce que je peux faire de différent qui va permettre demain de faire les choses différentes et d'agir? Et peut-être me réaliser que dans mes situations de problématiques passées, j'ai en fait le germe de quelque chose de beaucoup plus grand que je vais pouvoir apporter aux autres. Et je suis content qu'aujourd'hui, autant de gens participent à ce mouvement. On les voit sur Internet, partout, de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, je crois que le monde, s'il a besoin d'avancer, il faut commencer par lui dire où est-ce qu'il veut aller. Il a besoin de vision, il a besoin d'ambition, il a besoin de se connecter à des choses. Et je veux bien que les problèmes du passé reviennent, etc. Mais je vous assure, mettez déjà le paquet sur ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Confrontez-vous aux gens qui ressemblent le plus à ce que vous voulez vraiment. Lisez les livres, regardez, on a accès à tout sur Internet. Et créez-vous l'environnement qui va le plus en correspondance à ce que vous voulez. Vous pouvez faire des vision boards, vous pouvez vous habiller comme vous serez demain, vous pouvez parler comme vous serez demain, vous pourrez... voilà, entourez-vous, regardez des films, lisez des histoires, créez vos propres histoires, mais créez-vous l'environnement par anticipation qui correspond le plus à ce que vous voulez vivre. Et je vous garantis que votre thérapie, vous l'aurez fait à 80-95%. Ok, bah, en tout cas, c'était dit avec beaucoup de conviction. Alors moi, je rejoins ce que tu dis. Effectivement, c'est important de travailler sur cette dimension-là. Et je me rends bien compte qu'il y a des personnes qui n'en sont pas, qui sont pas prêts à ça, qui sont pas dans cette dynamique-là. Et parfois, bah, il y a encore quelques trucs à aller traiter dans le passé. Donc, surtout, ne vous culpabilisez pas de ça. C'est un travail qui peut se faire, je dirais, de façon chirurgicale, au compte-gouttes. C'est pas quelque chose dans lequel il faut rentrer. Dans lequel on est obligé de rentrer pendant des mois, des années, aller rebouiller le passé, etc. Non, c'est vraiment aller désancrer des choses, aller enlever les différentes cordes, parce que le bateau, il veut partir, il a une super direction, il est super motivé, on est super bien, on veut, puis on se dit, mince, il y a encore quelque chose qui me retient, bah oui, il y a encore une corde qui est restée attachée au quai, bah faut peut-être quand même la détacher malgré tout. Donc, tout ça, ça se complète, mais c'est vrai que cette dynamique, je dirais, du changement génératif en allant chercher ce qu'on veut, ce à quoi on veut contribuer et d'élever son niveau de conscience, d'aller vers une vision plus globale, par rapport à son environnement, justement, de cette place que l'on peut avoir, de ce talent que l'on a certainement et que l'on peut développer pour pouvoir aider autour de nous les gens, etc. Parce qu'on a tous quelque chose, on a tous une fonction particulière. Je pense ça vraiment. Donc, c'est intéressant d'avoir vraiment ces deux dynamiques-là. Et effectivement, de rester que collé sur ces problèmes et sur ces choses et ne jamais tourner les yeux vers ce que je veux vraiment obtenir, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui m'anime profondément, etc. Bon, c'est un peu peine perdue. C'est-à-dire, c'est de la peine qui revient, qui est pas toujours justement nettoyée, comme tu disais, par à la Gestalt. Ça s'exprime, mais des fois, ça se renforce. C'est pas forcément changer, transformer. C'est pour ça qu'il faut être attentif aux méthodes que l'on utilise. Aujourd'hui, il y a des méthodes un peu avec le FT, avec la PNL, avec l'hypnose, qui permettent de pas forcément rentrer de nouveau dans la souffrance, dans tout ça, et qui permettent quand même d'aller faire des transformations rapides et intéressantes. Voilà, donc c'est une continuité, un système n'est pas forcément obligé de rejeter l'autre, ça peut être les deux, travailler les deux ensemble, et vous allez voir, vous allez avancer beaucoup plus vite. Et j'ai envie de dire que votre premier médecin, puisqu'on est sur la radio du cœur, c'est quand même la puissance, l'infinie puissance de votre cœur, c'est-à-dire que quand vous êtes connecté à quelque chose de grand qui vous dépasse, c'est quand même incroyable. Et de toute façon, les situations du passé se transformeront, vous en ferez des éléments de ressources. Mais quitte à descendre à la cave, autant descendre avec une bonne lumière en main, une bonne bougie. Et encore une fois, c'est vraiment en se connectant au soleil qu'on trouve la lumière. Ouais. Voilà, c'est une belle soirée. Souvent, juste pour conclure, souvent dans le travail que je fais avec les gens, quand je vais justement désactiver ces choses passées, la première chose que je leur demande, c'est si tu t'imagines comme ça dans l'avenir, vraiment pouvoir être libéré de toute problématique, de toute difficulté, et que tu peux vraiment accéder à toutes tes ressources, vraiment être au meilleur de toi-même, un peu comme tu pourrais devenir une sorte de sage, d'ange gardien, de guide. Est-ce que tu peux me décrire cette personne et quelle qualité elle aurait? Et souvent, je leur apprends à respirer avec le cœur, c'est-à-dire utiliser la cohérence cardiaque pour pouvoir justement se reconnecter à cette profondeur, à ces sentiments, à cette émotion, et vraiment se sentir et se visualiser comme ça une espèce d'ange gardien énergétique. Et c'est à partir de cet ange gardien énergétique que je les fais repartir dans le passé, parce que comme ça leur permet d'avoir une partie d'eux qui est renforcée et qui est voilà, et il va y avoir un lien qui va se créer avec leur futur après. Donc c'est très intéressant, et aussi d'intégrer, comme tu dis, le cœur, parce que c'est vraiment
je dirais, l'outil le plus puissant pour la transformation, c'est sûr. Et bien voilà une belle conclusion, mon cher Guillaume. On remercie tout le monde. La prochaine fois, donc, on aura une émission là, très axée sur les comportements, hein, ce qui sous-tend en fait beaucoup notre environnement. On va voir que notre environnement est directement impacté par nos modalités comportementales. On parlera de ces habitudes qui conditionnent en permanence notre vie, qui parfois même permettent de prédire l'avenir. Ces habitudes, ces rituels dans lesquels nous sommes. Et on verra comment parfois des petites choses, on parlera des grands changements et des micro-changements, et parfois comment ces micro-changements peuvent nous amener à des destinations parfois très, très différentes. Voilà, c'était un grand moment, mon cher ami. Eh ben, merci à tous et à toutes pour toutes celles qui nous ont écoutés. Il va y avoir un replay qui va être sur YouTube, donc vous pouvez éventuellement faire passer le message pour que d'autres personnes puissent l'écouter. On vous remercie beaucoup et on vous dit à la semaine prochaine avec un grand plaisir. Et merci à Mario et merci à la Radio du Cœur de nous permettre de nous exprimer et, voilà, avec cette authenticité et ce plaisir renouvelé à chaque fois. On vous rappelle aussi que si vous avez envie d'aller un peu plus loin sur la PNL ou sur lire des livres, bah vous tapez soit Guillaume Andreu sur Internet, soit Paul Pironnet. Vous aurez accès à d'énormes informations, des vidéos, des choses comme ça. On vous remercie beaucoup. Je crois qu'on a perdu Paul. Bonne soirée à toutes et à tous.